du meilleur joueur du centre de formation du PSG 2014, qu'on appelle plus communément l'élection du Titi d'Or, émission pour laquelle je serai accompagné de mes trois acolytes, Mehdi, Xavier et Nicolas. Salut messieurs. Salut. Bonsoir. Alors on va rappeler, l'élection du Titi d'Or est organisée chaque année par nos amis Titi du PSG. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Antoine Vivien et Walid Karoui. Est-ce qu'il est possible de nous mettre en relation? On est en relation, mais par contre c'est impossible de décrocher pour eux. Donc s'ils nous écoutent là, je peux les appeler sur le fixe ou alors leur téléphone portable. Bon, ils sont à deux, donc ça évitera d'avoir deux téléphones. D'accord. Alors ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va rappeler le palmarès des Titi d'Or. Donc le palmarès des Titi d'Or sont décernés depuis 2007, si je ne me trompe pas, Mehdi. Oui, c'est bien ça, oui. Ah, donc en 2007, il y avait 10 Barada, le Marseillais, donc qui avait décroché le titre du Titi d'Or. En 2008, Erwin Ongenda. En 2009, Alphonse Areola. C'est ça. Je suis au plus loin. Salut messieurs. Allô? Ça va? Salut et bienvenue en direct sur l'action. C'est François? C'est moi, ouais. En direct? C'est pas commencé. Si. C'est commencé, messieurs. Ah merde. Alors on va rappeler le palmarès des Titi d'Or. Tout le monde m'entend? Ouais, on vous entend très bien. Ouais, c'est bon. Ouais. Nicolas, t'es là? Oui. Très bien, donc j'étais en train d'aborder le palmarès des Titi d'Or. Donc je disais en 2007, Abdelaziz Bara, en 2008, Erwin Ongenda, en 2009, Alphonse Areola, en 2010, l'élection est passée en année civile, donc il n'y a pas eu d'élection, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Alors en 2011, de nouveau Erwin, et en 2012-2013, Kingsley Coman qui réalise le doublé. Voilà, donc on a le plaisir donc, de recevoir dans l'émission Walid Karoui et Anthony Vivien. Salut messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez rappeler comment est élu le Titi d'Or? Le mode d'élection? Exactement. D'accord. Bon, déjà c'est plus ou moins unique puisqu'il s'agit de faire voter l'ensemble des licenciés au centre de formation qui jouent en U17, U19 jusqu'à la CFA. On a intégré Mike Maignan qui a un statut pro mais qui n'a pas joué en pro, et Adrien Rabiot qui a joué également en CFA un petit peu cette saison, donc ils se sont permis aussi de voter, ce qui a monté le nombre d'électeurs à 72 éléments. Chacun d'entre eux devait donner 3 noms. Le premier nom, par ordre de préférence, selon eux, le meilleur joueur de l'année 2014 parmi leurs coéquipiers récupérait 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 1 point. Ensuite, on a additionné le tout et le joueur qui a récolté le plus de points sera élu donc Titi d'Or mardi soir. C'est le joueur qui à leurs yeux aura été le plus exemplaire sur comme en dehors du terrain. Alors on connaît déjà les joueurs qui sont classés de la 10e à la 5e position. Oui. Donc on va rappeler, donc il y a Jordan Jacquez et Jérémy Kémonfon qui occupent la 10e place à égalité avec 9 points. En 8e position, on a Jonathan Iconé, le Feu Follet U17 avec 10 points. En 7, on a Alex Georgen qui a fait une superbe saison, qui était très régulier, le latéral gauche en 19 cette saison avec 15 points. Yakou Meïté qui fait son apparition en 6e position avec 22 points. Et Hudson Edouard qui occupe la 5e place avec 32 points. C'est bien cela, monsieur? Je ne me suis pas trompé? Tout à fait. Et puis, comme vous avez la gentillesse de relayer l'événement et qu'on s'est toujours bien entendu avec vous, on va vous faire part du 4e. Et bon, je pense que vous pourrez comprendre qu'on va garder le suspense jusqu'à mardi concernant le podium. Mais en exclusivité pour vous, on va vous faire part du 4e. Vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr que oui. Donc il s'agit de Mamadou Doucouré qui est défenseur central de l'équipe U17 et capitaine, et voilà, j'ai plus le nombre de points exacts, mais ça doit jouer à 4 ou 5 points dessus de plus que Hudson, et il doit avoir 36 points, quelque chose comme ça, et donc c'est Mamadou Doucouré qui finit 4e. Est-ce que vous pouvez me décrire les joueurs qui sont placés de la 10e à la 5e position en quelques mots? Jordan Jacquez par exemple.
Jordan, c'est la régularité, c'est la sobriété, l'efficacité, c'est dur sur l'homme, c'est à l'aise techniquement et très présent offensivement. Il est très très offensif, c'est un peu un Daniel Alves. Et en plus de ça, c'est un joueur qui est très très important pour la vie de vestiaire et qui est jamais le dernier pour mettre l'ambiance. Et vous pouvez remotiver lorsque ça va pas. Il fait une grosse saison et je serais pas étonné qu'il signe pro. Alors peut-être pas au PSG, je sais pas, parce qu'avec Jordan Ikoko et Sabali qui sont déjà à son poste et qui sont déjà prêtés, ça risque d'être bouché. Mais le poste de latéral droit est très regardé à chaque fois par les recruteurs au camp des loges, donc je présume que voilà, le futur devrait être radieux pour lui. C'est le joueur le plus utilisé cette saison. Et il a joué l'intégralité du nombre de minutes de tous les matchs de la CFA, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. En ce qui concerne... donc Kimakon, bah, lui il est tout nouveau, il est originaire du club où moi-même j'avais tenté d'être professionnel par le passé, à savoir la Berrichonne de Châteauroux, et c'est un joueur qui est en pleine confiance actuellement, alors qu'il avait connu une blessure au mois de septembre et qu'il l'avait freiné. Il avait fait une super préparation lorsqu'il a été recruté. Donc lui, c'est un coup de poker de la part du coach de la CFA, Sardaïd Bechkoura, qui recherchait un joueur pour remplacer Romain Abran, qui est prêté au FC Sochaux. Et c'est un peu clos, le même profil que Romain Abran, donc technique, rapide, balle au pied. Et joueur très fin, mais qui n'a pas peur d'aller au contact et très à l'aise devant le but. Hein, il a inscrit 3 buts. Et très bon aussi pour réaliser des centres. C'est vraiment le joueur de couloir type, lui. Vraiment un collé à la ligne. Et en ce qui concerne Jérémy, bah, il a encore récompensé ce week-end puisqu'il est dans le groupe pour la Bastia. Jonathan, il connaît. Donc lui voilà, pour finir par rapport à Jérémy, lui c'est un joueur qui est vraiment en quête de revanche, hein, qui a échoué à Châteauroux, mais qui va tout faire pour réussir au PSG. Et donc Jonathan il connaît, bah, beaucoup mettent une pièce sur lui pour être pro PSG plus tard. Je pense en faire partie aussi. C'est le joueur qui peut déstabiliser une défense à lui tout seul. Il peut jouer derrière l'attaquant, comme il peut jouer sur un côté. Il a été très souvent utilisé sur les côtés avec François Rodriguez, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc tout est fait en percussion. C'est un des rares joueurs que j'ai pu voir sur les 5 dernières années à provoquer le 1 contre 1 constamment. Donc voilà, il est sûr de sa force, sûr de ses qualités techniques. Et c'est en général, c'est ce que le public parisien aime bien voir. Donc j'aime bien l'associer à un joueur comme Lucas. Voilà, c'est un peu le même profil. Avec Georges. Alors Alec, pareil, lui c'est un peu l'anti-centre de formation du PSG, hein, avec sa tête de premier de la classe. Donc il est originaire de Clamart, avec un papa et une maman qui le suivent depuis tout petit, et donc garçon super bien élevé, qui est très à l'aise latéral gauche comme latéral droit, qui joue très bien les deux pieds. Alors lui, si on doit comparer un joueur de l'équipe première, c'est Maxwell. C'est l'intelligence en placement, dans le replacement, dans le déplacement, dans les interventions, une qualité technique qui permet de mettre sur orbite les attaquants de l'équipe U17, voire U19, puisqu'il est surclassé de temps en temps. Et il a fait une grosse année, puisqu'il a été en équipe de France U16, mais ça se poursuit en U17. Et il est surclassé en U19 et a participé à quelques matchs de la Youth League. Donc voilà, il est en avance aussi par rapport aux joueurs de son âge, et ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand on voit que le poste de latéral gauche au PSG, c'est pas toujours ça avec Digne, on se dit que Alec, ça se trouve d'ici 1 ou 2 ans, pourquoi pas. Alors c'est juste une actualité. Yakou qui était déjà dans le top 10 l'année dernière, donc il y a une particularité dans le classement de cette année quand même, c'est-à-dire que tous les joueurs qui sont présents sont tous quasiment classés dans le même ordre que l'année dernière et ont tous gagné en nombre de points. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une continuité par rapport à l'année dernière et que ça veut dire que ça a été vraiment des votes objectifs. Et ceux qui ne sont plus dans le classement, c'est soit ils sont partis du PSG, ils ont signé pro, ou soit ils ont signé pro PSG. Et donc c'est ce que je souhaite à des joueurs, notamment comme Yakou, qui a fait une grosse année aussi en U19 et en CFA. Pareil, hein, buteur, très puissant sur les côtés, il a souvent été utilisé milieu gauche.
milieu offensif gauche ou attaquant gauche dans les 4-3-3 et qui peut jouer neuf aussi. Il a même joué latéral gauche. C'est un joueur ultra polyvalent, puissant, qui a encore grandi, qui a encore pris de la masse musculaire, qui a participé, qui est sélectionné en U20 de la Côte d'Ivoire, qui a qualifié son équipe pour la CAN 2015. Donc voilà, c'est pareil, il s'inscrit vraiment dans un projet professionnel et au plus haut niveau. Est-ce que ça sera au PSG? Ça, personne ne le sait encore, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui tape à la porte de l'équipe pro du PSG. Mais en tout cas, Yakou, de saison en saison, il s'en rapproche de plus en plus. Et par contre, il faudra qu'il gagne en régularité, que ce soit dans la dernière passe ou dans la finition, pour vraiment franchir un cap. Alors, il y a un goléador qui occupe la 5e place en la personne donc d'Hudson Edouard. Bah Hudson, ouais. Donc je sais pas, hein, les auditeurs, s'ils suivent les jeunes depuis suffisamment longtemps, je fréquentais déjà le camp des Loges quand il y avait Nicolas Anelka et sincèrement, il faut remonter à Nicolas Anelka pour retrouver des stats pareils. C'est 25 buts en 22 matchs si j'ai bonne mémoire la saison passée, c'est 18 buts en 13 matchs cette année, c'est 3 buts en 19 pour 3 matchs. C'est de la folie, pied gauche, pied droit, la tête, l'intelligence du jeu, ça joue face au but, ça joue en remise, il peut jouer aussi sur un côté pour dépanner, il est à l'aise dans les 4-3-3, dans les 4-4-2, c'est vraiment la petite perle. On a souvent parlé d'Ervin Oganda, sauf que Ervin, lorsqu'on est passé en U19 et CFA, il a vraiment mis du temps à confirmer, ou alors c'était très irrégulier. Avec Hudson, on n'a pas ça. Hein. Hudson, il est régulier de janvier à décembre et c'est. Ouais, là par contre, c'est. Puis pareil, il est en équipe de. Étonnamment, il n'était pas en équipe de France U16, donc on se demandait si le sélectionneur était aveugle. Et là, en septembre, il a été récompensé de tous ses efforts puisqu'il a intégré l'équipe de France U17. Et on pense sincèrement chez Titi qu'on va entendre parler au plus haut niveau et si ça peut être au PSG, tant mieux. Le dernier pur numéro 9 à avoir signé pro PSG, c'est Ervin, et encore, qui joue parfois numéro 10. Sinon, il faut monter à David Ngog, mais sinon, un joueur neuf qui a vraiment réussi au PSG, issu du club, il n'y en a pas beaucoup. Et le dernier, il faut monter à Anelka, et encore, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une réussite? Alors, je vais demander à Mehdi de me glisser un petit mot sur la 4e place de Mamadou Doucouré. Mehdi, c'est à toi. C'est logique, hein, c'est un bon défenseur. Il a une bonne vision du jeu, il est solide, il répond présent à tous les matchs, il est sérieux, c'est un homme humble, il est gentil, il en a dans la tête, il a tout pour réussir et franchement c'est mérité. Tu trouves le classement de la 10e place à la 5e position, tu trouves qu'il est correct? Il est logique? Ouais, il est logique. Les joueurs sinon établis comme ça, c'est qu'ils savent très bien leur niveau de leur partenaire, donc je trouve ça logique. Oui, je trouve ça logique. Alors, il y avait Xavier Coulant qui avait une petite question pour vous, messieurs. Xavier, c'est à toi. Ouais, salut Anthony, salut Walid. Salut Xavier. Donc, un plaisir de vous reparler, pour parler de terrain cette fois-ci. Oui. J'avais une petite question. Justement, c'est par rapport au Tichy d'Or, parce que vous avez créé ça en 2007. Comment ça vous est venu l'idée? C'était une demande des supporters ou c'est vous qui avez pris cette initiative-là de vous-même? Walid n'était pas encore présent, donc je vais encore de monopoliser la parole. Donc j'espère qu'il va prendre la parole aussi après. Non, mais j'écoute attentivement. Donc ça aurait pu exister déjà avant, sauf que l'association des Titi est arrivée sur Internet en 2007. Donc c'est avec l'arrivée des Titi, de l'association en 2007 sur Internet, que le trophée a été créé avant. Sinon, c'est quelque chose qu'on aurait souhaité déjà mettre auparavant en place, mais les moyens n'étaient pas encore les mêmes. Et donc voilà. Donc après, on s'est dit, il y a un ballon d'or qui existe, donc pourquoi pas le faire au niveau des jeunes. Et on savait que ça grandirait en répercussion, en impact d'année en année. Et le but pour nous, c'est un moyen de mettre le doigt sur la formation du PSG qui est excellente et de faire valoir le bon travail au quotidien qui peut être fait par tout le monde là-bas. Et le but de créer ce trophée, c'est de se dire, à chaque début d'année, faut pas oublier qu'il y a un bon centre de formation au PSG, c'est tout.
Alors, on rappelle, donc tous les lauréats du Titi d'Or ont signé pro par la suite. Ouais. Est-ce que c'est un gage de signer pro par la suite, justement, en obtenant ce trophée? Est-ce que c'est Un gage de... Ouais, je te laisse répondre, ouais. Est-ce que c'est un gage de réussite? Bah déjà, d'obtenir ce trophée, ça veut dire que le joueur a déjà une certaine qualité aux yeux de ses coéquipiers. Donc forcément, il y a des chances il y a une bonne chance de réussite derrière. Mais bon, après, c'est pas une finalité. Il reste encore à confirmer sur le terrain tout le bien-être que pensent leurs coéquipiers. Et puis, Oui, et puis le choix donc là c'est un vote qui est réalisé en partenariat avec le centre de formation du PSG, qui va être relayé par 100% PSG, des choses comme ça, mais c'est pas un vote, un partenariat avec Laurent Blanc et le staff pro. Et donc ça, il faut vraiment le dissocier. Donc après, gage aux joueurs d'être bons sur les semaines là, qui viennent, dans les mois qui viennent. Alors on vous le dit pas, hein, peut-être qu'il a déjà joué en pro, peut-être pas, peut-être qu'il appartient peut-être déjà au groupe pro du PSG, peut-être pas. Mais toujours est-il que c'est aux joueurs après de faire le nécessaire pour conforter et appuyer le vote, l'élection. Mais le seul décisionnaire, ça restera toujours le coach de l'équipe première ainsi que le président du PSG. Et ça, eux seuls maîtrisent cette décision. Moi j'ai une question, déjà moi ce que je voulais, bon je vous l'ai déjà dit à tous les deux, Walid et Anthony, mais je trouve que c'est bien déjà le site que vous faites parce que ça intéresse aux jeunes et je m'inclus dedans. Beaucoup de supporters souvent s'intéressent à l'équipe première et ne suivent pas trop les jeunes. Et donc je trouve que c'est bien ce que vous faites parce que ça permet d'intéresser les gens, d'avoir un site qui parle de ça. Maintenant, depuis tout à l'heure, j'ai une petite question polémique pour la gratter. Depuis tout à l'heure, on dit bien les jeunes du PSG et malheureusement, les joueurs qui réussissent au PSG, souvent c'est dur de franchir le palier. Vous pensez, vous, que... Moi je me rappelle du période, il y a des jeunes qui sortaient, mais bon, c'était un peu tous les mêmes joueurs ou qui avaient du mal à réussir au PSG, peut-être qu'ils s'étaient pas mis dans les bonnes conditions aussi. Et maintenant, avec l'équipe qu'il y a sur vous, surtout remplie de stars, tu crois que ça... Enfin, une question pour tous les deux, hein, pour Walid et Anthony. Ça va pas être difficile pour des jeunes de percer au PSG. Est-ce que vous en voyez qui sont capables de pouvoir réussir à Paris ou en Ligue 1 ailleurs? Après, c'est difficile. Le tout, c'est de franchir le palier centre de formation Ligue 1 ou championnat professionnel. Donc après, ça va être selon les qualités du joueur. Mais il n'est pas exclure qu'un joueur réussisse au PSG, c'est pas exclure. On en a l'exemple avec Clément Chantôme qui fait une très belle carrière au Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot. Il y a eu Mamadou Sakho. À l'avenir, on espère que Alphonse Areola. Il y a Youssouf Sabaly qui est match à Evian. Le jour où Van der Wiel n'est plus là, ou Aurier, il y a toujours Youssouf qui peut revenir. Jordan Ikoko qui est en train de se former à Loire. Romain Abran qui est titulaire à Sochaux. T'as pas l'impression que tous les noms que tu cites, ils seront secondaires, voire pire, et qu'ils vont plutôt chercher à recruter un joueur à la place, par exemple, de Van der Wiel ou Maxwell, plutôt que piocher dans le centre de formation, malheureusement. Ça, je suis d'accord. Quand on a vu arriver Serge Aurier, on a trouvé ça bizarre parce qu'on a prêté des jeunes en Ligue 2 et qui font leur gamme. Et je prends comme Youssouf, Sabaly, il n'aurait pas été moins fort, je pense, que Van der Wiel. Mais c'est peut-être une bonne solution aussi, hein, plutôt que de brûler les étapes, tu t'aguerris en Ligue 2 et puis tu restes. Ça, je suis d'accord. Alors ça, je suis entièrement d'accord, parce que passer de la CFA à la Ligue 1, c'est pas donné à tout le monde. Surtout chez les PSG actuels. Par contre, il ne faut pas oublier que les équipes jeunes du PSG, pour la plupart, se qualifient chaque année pour les playoffs. Donc ça veut bien dire quand même qu'on a les meilleurs jeunes de France chez nous. Oui, on a donc des jeunes qui intègrent maintenant régulièrement, on est en train de le voir avec le Presnel Kimpembe, Kimacon, Martin, etc. Il y en a qui commencent à arriver. Donc je pense que là, sur les 2 premières années où est arrivé Laurent Blanc et Ancelotti, ils ont laissé un petit peu de côté tout ça pour privilégier le résultat. Maintenant qu'ils ont été champions de France, ils commencent à faire venir les jeunes, donc ça se monte petit à petit. Le centre de formation qui va être réintégré après avec les pros sur un même centre d'entraînement va aussi favoriser les échanges. Il n'y aura plus cette distance entre les équipes, les coachs, et je pense qu'il y aura un projet encore plus en commun.
Maintenant, c'est vrai que c'est pas demain, donc il faut être costaud pendant ce temps-là. Mais s'ils arrivent à faire signer des jeunes, s'ils arrivent à en faire signer 3 chaque année et à les prêter, c'est toujours ça, parce qu'il y a 2-3 ans en arrière, on n'aurait pas dit que ce serait le cas. On était les premiers à râler en se disant, allez, on va plus faire confiance aux autres jeunes, et finalement, certains jouent. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas nombreux, mais voilà, s'il faut passer par là, c'est vrai qu'on a des grands joueurs aussi, donc c'est pas évident de trouver le bon équilibre entre les stars, les jeunes, mais voilà, il faudrait arriver à garder des gars comme Adrien, comme Clément, et les faire Justement, de laisser Nicolas, après je te laisse poser ta question. Justement, Tony, tu me parles de. Je sais que tu as des relations privilégiées avec Adrien Rabiot, qui est un bon espoir du club. T'as pas peur qu'il se brûle un peu les ailes, qu'il fasse un peu n'importe quoi en partant à Tottenham, et qu'il fait peut-être un choix compliqué, c'est risqué, non? Ouais, comme dit Walid, là, il n'y est pas encore. Hein. La presse, ça, ils se font chier parce que il se passe rien avec Cavani, l'avait dit, donc ils essaient de trouver des trucs pour faire des papiers. Donc bon, bah, c'est Adrien, c'est Clément. Maintenant, je pense pas que ça soit un risque parce que Adrien, il sera dans la liste des 30 ou 36 pour disputer la Coupe du Monde en 2018, tout comme Kingsley Coman. Donc voilà, je pense que c'est des valeurs sûres, ils sont costauds. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour le public de comprendre la maman d'Adrien qui est agent, ceci, cela, donc ça fait une image parfois qui est pas toujours la bonne. Mais en ce qui concerne Adrien, lui, la personne et le joueur, je suis persuadé qu'il peut réussir dans un paquet de grands clubs européens. Et il a juste besoin d'être mis en confiance et de se sentir appartenir à un vrai projet, ce qui était le cas de Kingsley. Kingsley, aujourd'hui, même s'il joue pas beaucoup, il a la sensation qu'on le considère comme un homme et pas comme un gamin, et de faire partie intégrante de chaque entraînement, de chaque discussion, de chaque briefing, débrief. Et quand on écoute les jeunes, le management qui est exercé chez les pros au PSG, j'en discutais avec certains qui sont dans le top 3 des Titi d'Or, ils sentent que des fois il y a les stars, les étrangers et eux plus loin derrière, quoi. Et il faudrait pas, je pense qu'il faudrait pas. Il faudrait que tout le monde soit mis sur la même ligne, et ça aurait des footballeurs, voilà, ils font les mêmes heures d'entraînement, et tant qu'il n'y aura pas cette confiance optimale, ça sera toujours difficile pour les jeunes de se sentir à 100%. On peut lui dire que c'est des joueurs qui sont dans le top 3, parce que quand tu vas les dévoiler, on va savoir si c'est les joueurs. C'est pas grave, de toute façon, mais c'est pas grave. Et ils n'ont pas peur de le dire aussi, qu'il y a un certain fossé entre les étrangers stars, etc. Je dis pas qu'ils ont des privilèges, hein, c'est une chose différente. Mais ils sentent quand même qu'ils sont à part, qu'il n'y a pas une intégration optimale dans le vestiaire, et que ce sont plus les joueurs français comme Cabaye, Aurier, des gars comme ça, qui vont aller vers les jeunes du centre de formation, alors que les autres, c'est juste bonjour, au revoir, parce qu'il faut dire bonjour, au revoir, quoi. Et ça, je pense que, comme on dit, une équipe est à l'image de son entraîneur, ou de ses entraîneurs, puisque maintenant il faut plusieurs entraîneurs pour coacher. Ça vient de là aussi, c'est qu'il y a quelque part il y a un problème de management. Et si les jeunes se sentaient davantage intégrés, il n'y aurait pas eu d'histoire comme il y a pu y avoir avec Adrien ou comme il y a pu y avoir avec Kingsley. Donc voilà. Et sinon, nous, on est convaincus qu'il y a de la place pour les jeunes. Et il y a intérêt à ce qu'il y ait de la place pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment les seuls garants de la fibre au PSG, de la vraie histoire PSG. C'est des gamins qui sont nés dans la région parisienne, qu'ils soient black, blanc, beurre. On s'en fout, c'est comme les événements d'aujourd'hui, on s'en fout, tout le monde doit être uni. Et c'est la même chose pour les jeunes du PSG ou les jeunes franciliens qui nous écoutent en poste de radio ou sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit se dire qu'ils peuvent tous avoir leur chance au PSG. Et ces gamins qui rentrent à l'âge de 12 ans en centre de préfo et qui sont jusqu'à l'âge de 20 ans au PSG, c'est-à-dire qu'ils passent 7 ou 8 ans de leur vie au PSG, voire même 10 ans comme Pierre Bourdin qui est parti en Belgique la saison passée là, ces gamins-là, ils sont porteurs de l'identité plus que quiconque de l'histoire du PSG, plus qu'un Ibra, plus qu'un Cavani. Et voilà, donc on ne peut pas supprimer ou ne pas faire confiance à ces jeunes-là. On a touché au logo, on a touché aux supporters, on a touché, on va bientôt toucher, ça se trouve, au nom du stade.
On a touché au maillot, on a touché à tout ce qui faisait, toutes les entités du club qui faisaient ce qui était le vrai PSG. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus que nos jeunes du centre de formation et on est en train de nous dire que ça se trouve, on va recruter des jeunes dans le monde entier, etc. pour peut-être prendre leur place. Donc on verra. Justement, tu parlais d'Adrien. Est-ce qu'il a été touché par le discours de Laurent Blanc ces derniers jours? Touché à quel niveau? Par rapport à son discours, comme quoi il ne veut pas le lâcher. On peut rappeler quand même qu'il a joué son 50e match avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même colossal pour un jeune. Tout à fait, et Adrien aujourd'hui n'est toujours pas parti. Et entre ce qu'ils disent dans la presse et la réalité, tant que rien n'est signé noir sur blanc, ça reste des sous-entendus, ça reste des on-dit, et les journaux, je vous dis, comme aujourd'hui ils ont besoin de faire du papier et qu'ils ne savent pas de quoi parler, ils manquent d'informations sur l'histoire Cavani, Lavezzi, donc ils vont chercher un peu à gauche à droite. Et qu'Adrien, je suis persuadé qu'il va rester au PSG. L'effectif, il est super juste quantitativement, déjà au niveau de la quantité. Qualitativement, il va falloir que des gars comme Lavezzi, Cavani se remettent des fêtes, etc. Donc ça se trouve, ça va prendre un certain temps. Entre ceux qui vont à la CAN et compagnie, je crois qu'il y en a, non? Non, il y a Serge Aurier. Voilà, mais ça fait toujours un joueur de moins sur un effectif qui était déjà joué. En plus, avec l'absence de Thiago Motta, qui peine à revenir. Non, je suis convaincu qu'Adrien, au moins le mois de janvier, il va jouer, il va être là. Donc après, il y a la Champions League, il y a tout ça. Et puis il joue. Quel serait son intérêt d'aller à Tottenham, comme le disait Xavier tout à l'heure, où il y avait pléthore de milieu de terrain et des joueurs qui sont bien en place, c'est une équipe qui tourne pas trop mal. Donc quel serait l'intérêt? Surtout qu'il a appelé en équipe de France Espoir régulièrement, voire en Ligue 1. Et tu confirmes sa clause de prêt, comme on en parle un peu partout, parce que bon, on rappelle quand même que l'information qui a été divulguée aujourd'hui, c'est qu'il veut vraiment partir pour aller à Tottenham, et c'est une chose que tu demandes. Non, je dément pas je dément pas la clause de prêt. D'accord. Moi, j'ai pas parlé de la clause de prêt. Je te demande déjà si tu la confirmes, cette clause de prêt, puisque tu le connais bien et que tu es dans son entourage. Et en fait, nous aussi, on aimerait bien le garder, parce que c'est un jeune qui se bat. 50 matchs, c'est quand même colossal pour un jeune, comme je te disais. Voilà. Et on aimerait bien qu'il continue. Maintenant, savoir s'il a la tête au PSG ou il a la tête ailleurs. Adrien, il est amoureux du PSG, il a sa famille sur la région parisienne, il y a son 9-4, il y a tous ses amis de son adolescence quand même, puisqu'il a passé quand même plusieurs saisons au PSG. Donc dans son discours, il adore ce club, il adore les supporters, lui, ce qu'il a toujours demandé, c'est du temps de jeu. Et quand il n'avait pas du temps de jeu, c'était de pouvoir au moins jouer en CFA. Voilà, ça a toujours été ça ce que demandait Adrien. Et après, quand il y a eu des difficultés pour lui garantir ça, lui garantir c'est un bien grand mot, mais pour lui faire comprendre l'été dernier que déjà l'arrivée du One Cabaye, ça n'a pas été évident pour lui de l'accepter au mois de janvier. Il s'est quand même battu. Il a moins joué, mais il est toujours là. Et pour lui montrer que le club avait quand même confiance en lui, c'était d'être estimé de la même valeur que peuvent être des gars comme Verratti qui ont le même âge. Et voilà, sur le plan du jeu, du salaire, de la confiance, et c'est ce qu'il demandait, et je pense qu'il a tout à fait raison. Et il est vraiment imprégné par le projet du PSG, et il n'a jamais craché sur le club, il n'a jamais craché sur les supporters. Je dis pas qu'il a pensé que du bien de Laurent Blanc, mais voilà, après c'est des hommes, ils ont discuté et aujourd'hui ils jouent et je vois pas pourquoi ils partiraient. Tu as décerné le Titi Pro cette saison à Jean-Christophe Baebek. Est-ce que tu as été surpris par sa progression? Parce qu'on se souvient que l'année dernière il était à Valenciennes, qui est relégué en Ligue 2 aujourd'hui, même en National. Et en fait, il a réussi à se faire un trou dans cette équipe de stars, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu as pu échanger en même temps avec lui de cette progression? Surpris,
Quand on le connaît, non, parce qu'il était déterminé, il est revenu de son prêt, c'est sûr, difficile à Valenciennes, mais voilà, il est venu, il a fait toute la préparation, il a profité de l'absence des internationaux pour se montrer à sa juste valeur auprès du coach. Et on l'a vu après avec ses stats durant les matchs amicaux, et ensuite, à chaque fois qu'il a pu bénéficier du temps de jeu, il a su répondre présent, soit par des passes décisives ou des buts. Donc voilà, Jean-Christophe a montré toutes ses qualités au groupe à Laurent Blanc, et puis aussi lorsqu'il était en équipe de France Espoir, hein, il faisait partie intégrante du groupe Espoir, du groupe France Espoir, donc il a aussi pu montrer à beaucoup de monde ce qu'il valait vraiment. Il a gagné la Coupe du Monde du Vent. Il a gagné la Coupe du Monde du Vent, au même titre que Lucas Digne et Alphonse Areola. Donc voilà, c'est pas très surprenant quand on connaît Jean-Christophe. Donc je vous annonce un but de Montpellier en direct. Monsieur Marseille. Voilà une bonne nouvelle. Voilà. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur Baebek, d'ailleurs Anthony, je l'ai souvent vu se prendre la tête avec cet été, je crois que tu t'étais pris la tête un petit peu avec Daniel Riolo là-dessus. C'est un des sujets de désaccord que tu as avec lui, notamment. J'ai bien dit un des sujets. Et ouais, moi je suis assez surpris par Baebek, parce que bon, c'est vrai que c'est pas le même standing que, comment on va dire, que Cavani ou Zlatan, mais ça me paraît évident, c'est pas le premier choix. Et à chaque fois qu'il est rentré en cours de jeu, c'est vrai qu'il a souvent marqué des buts, il a souvent été dangereux, et c'est peut-être ça qu'on attend aussi d'un jeune, que tu peux pas demander d'être logé à la même enseigne que des vedettes, mais au moins quand on te donne ta chance, que tu rentres, de se montrer que tu es là, et je pense que Baebek, c'est ce qui fait pas trop mal, et moi je trouve qu'il fait un bon retour, et à Valenciennes il a marqué quelques buts aussi, peut-être ça lui, il a vécu une saison difficile, mais ça l'a peut-être fait progresser. Hein. À 3 aussi, et franchement, tu as très bien résumé son retour, la situation, et de ce qu'on attend d'un jeune, même si c'est sur 10 ou 15 minutes, passeur décisif, buteur ou percutant, et c'est vrai qu'il est pas gourmand, il n'est pas gueulé, j'ai l'impression, c'est pas celui à réclamer des choses. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui, depuis qu'il est revenu au PSG, a pris ses distances avec tout ce qui pourrait être parasite. Autour d'un joueur conseiller, nouveaux amis, il a su faire une bulle, et donc je suis proche de lui, de son IFEB, donc voilà, ils ont su former une bulle qui n'avait pas forcément sur les dernières années, où il aurait pu vite partir en cacahuète. On l'a vu à Valenciennes, hein, sur la fin de son prêt, c'était avec les supporters, c'était chaud, et ça se trouve il l'aurait géré différemment s'il avait été mieux entouré à ce moment-là, et on sent que c'est un JC qui est revenu conquérant, et encore on n'a pas encore vu vraiment les vraies facettes de son jeu, parce que les vraies facettes de son jeu, c'est vraiment la percussion des grosses frappes de balle à 20-25 mètres. On n'a pas encore vu sa vraie frappe de balle qui fait sa typologie de joueur. On l'a pas encore vu. Et par contre, en ce qui concerne, je vais pas cacher, je suis quand même un petit peu surpris de son adaptation qui a été aussi rapide, de ces 5-6 buts qu'il a pu mettre en avant-saison. On a rarement vu ça de la part d'un jeune sur une préparation d'avant-saison, hein. Que ce soit les Ngog, Oganda, voilà, on a très rarement vu même Anelka, des jeunes mettre autant de buts sur une préparation, c'est rare. Et le pire, c'est qu'il confirme derrière, donc c'est bien, il faut continuer, et qu'il garde la tête sur les épaules, qu'il soit encouragé aussi par les pros. Et à ce niveau-là, je trouve que Ibra a bien changé aussi. Il a l'air de, même s'il chambre, ça a l'air d'être de façon un peu plus gentille. Et j'espère que les autres le seront davantage, parce que ce qu'on entend à ce jour, c'est que c'est pas toujours le cas. Ils sont très très peu comme stars étrangères à véritablement bien intégrer les jeunes issus du centre de formation. Et donc le jour où ça va être franchi, je pense que la langue joue aussi beaucoup. Et donc voilà, qu'il fasse quelques progrès à ce niveau-là. Mais si on regarde bien, que ce soit Adrien, que ce soit Clément, que ce soit JC, Baebek, des jeunes qui cette année qui ont à chaque fois porté le maillot du PSG, ils sont peu discutables. Hein. Justement, j'aimerais rebondir sur un joueur que tu as élu Tiki d'Or en 2008 et en 2011, c'est Ervin Gonda. Est-ce que tu ne penses pas qu'il a fait une erreur d'aller à Bastia parce qu'on n'a pas l'impression qu'il progresse ou qu'il a fait sa place dans le groupe?
même si Claude Makelele a joué beaucoup pour lui et son éviction est un gros problème pour lui. Est-ce que tu ne sais pas s'il a envie de revenir à Paris, notamment durant ce mercato? C'est jamais. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas dans le groupe demain face à Paris. Si, je crois qu'il est dans le groupe. Je pense qu'il est dans le groupe. J'ai cru comprendre qu'il était dans le groupe, moi. Ah bon, j'ai cru comprendre qu'il était pas dans le groupe. Alors, il n'était pas dans le groupe de la coupe, mais il est au retour. Ouais, je pense pas que c'est vraiment une erreur de faire ça. Surtout quand on voit qu'au Paris Saint-Germain, avec Baebek ou bien les problèmes de Cavani, on l'avait dit, il aurait pu avoir sa chance. Ouais, mais ça on le sait pas d'avance. À savoir que Erwin il s'entendait très très bien déjà au PSG avec Claude Makelele. Donc partir avec Claude Makelele, c'était voilà, l'assurance d'être bien encadré par un coach qui l'apprécie déjà. Donc au départ c'était certes voilà, un gage, peut-être pas de réussite parce qu'on n'est jamais sûr, mais d'être bien encadré déjà. Après, on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Claude a dû partir, donc maintenant c'est à lui de prouver au nouveau coach qu'il mérite sa place et de démontrer tout l'étendue de son talent que nous, ici à Paris, on connaît. Après, un mauvais choix, comme le dit Walid, quand un joueur ne va pas marquer, pas faire de passes décisives ou pas beaucoup jouer, on va dire que c'est un mauvais choix. Et quand il va marquer un ou deux buts, on va dire waouh, le prêt il est réussi, etc. Et je pense que c'est une année d'apprentissage qui peut quand même lui servir. C'est la première fois qu'il est loin de chez ses parents, loin de la région parisienne. Il découvre un autre club que le PSG, dans le club qu'il a quasiment que connu. Donc voilà, il va gagner quand même au niveau de la maturité, au niveau de... Oui, et puis le contexte de Furiani, quand tu joues à Furiani, il y a des footballs différents. Donc je pense que comme disait Nicolas, il est parti aussi beaucoup pour Claude Makelele, il ne pouvait pas... Et d'ailleurs, vous avez raison, il est dans le groupe demain, il est touché un genou, il est quand même dans le groupe, vous avez bien raison. Tout comme Jean-Luc Vasseur qui a toujours un œil sur ce qui se passe au camp des loges pour avoir des joueurs prêtés issus du PSG, Comboiré, pareil, voilà, donc ça se trouve, Irving il serait là-bas, est-ce qu'il aurait marqué davantage, on ne sait pas. Mais toujours dit que c'est pas une année de perdu, il faut surtout pas qu'il le prenne comme ça, il faut par contre qu'il soit costaud moralement, psychologiquement, et quand même faire les efforts, et puis ça se trouve il suffit d'un but pour que derrière la machine reparte. Et voilà, c'est ça la vie d'un footballeur, hein. C'est des fois remplaçant, des fois titulaire, des fois tu marques, des fois tu marques pas. Donc maintenant moi je pense pas que ça soit un mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix, il faut surtout jamais regretter ses choix. Il a la chance d'être encore dans le circuit professionnel, ça reste un club de Ligue 1. Et s'il revient au PSG, est-ce qu'il jouera? Si c'est le cas, tant mieux. S'il joue pas, il faut qu'il se refasse prêter, ou alors qu'il fasse une saison pleine encore en CFA pour s'aguerrir. Mais moi je pense que tant qu'il est professionnel, qu'il montre de la volonté, qu'il ne cesse pas, qu'il ne s'amende pas, qu'il ne se repose pas sur ses acquis, c'est que c'est bien. Par contre, s'il est mis à l'écart et qu'il ne joue pas parce que c'est pour du comportement ou parce qu'il ne se donne pas à fond, là c'est un autre problème. Vas-y Mehdi, si tu veux rebondir Mehdi sur tout ce qui est... Je fais juste une parenthèse comme quoi, si Montpellier a ouvert le score, le PSG féminin a ouvert le score contre Juvisy sur penalty grâce à Kenza Daï. Mehdi, à toi. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que t'as dit Anthony, c'est que voilà, il a essayé d'aller avec Claude Makelele parce qu'il le connaissait bien et qu'il avait eu accordé sa confiance et que c'était bon pour lui de faire ses débuts en Ligue 1. Mais après, je pense que Erwin il est assez fort pour rebondir et mentalement et transcendamment pour faire partie de cette équipe. Et si on fait participer pour lui, ça va rebondir. Moi j'aimerais j'aimerais avoir l'avis de Walid, d'Anthony et de Mehdi sur la trajectoire qu'emprunte Kingsley Coman. Kingsley a choisi de finir sa formation, en tout cas de poursuivre avec la Juve. Voilà, il faut respecter son choix. Maintenant, comme l'a dit Anthony tout à l'heure, la Juve le considère comme un homme, un vrai, plus comme un jeune, qui fait donc partie intégrante du groupe pro de la Juve.
il a amené à rentrer assez souvent quand même à la place de... Mais en gros, Walid, juste pour que, juste avant que tu finisses avec ça, le fait qu'il quitte le PSG, alors c'est qu'il ne se sentait pas reconnu ou que le club croyait pas en lui pour que ça le fasse aller là-bas à la Juve? Il y a eu deux choses. Il devait signer pro au PSG. J'espère que Culture PSG m'écoute là, parce qu'à chaque fois ils disent qu'on est des conneries, mais... C'est sympathique. On va l'avoir en face de moi, mais bon. Kingsley devait signer pro au PSG. Donc il se retrouve entre quatre murs. Il y a une clause dans le contrat qui avait été demandée par la famille, les proches, le conseiller, qui était de pouvoir être prêté sur la saison 2014-2015. Or, au moment de signer le contrat, ces clauses ne figuraient pas dedans. C'est Olivier Létang. Comment? C'est Olivier Létang qui a dit non, c'est ça? C'est vous qui le dites. Donc ça, c'était si j'ai de bonne mémoire, au mois de mai ou avril, je sais plus. Et ensuite, avant ça et jusqu'après ça, il n'y avait aucune considération du PSG. Laurent Blanc, monsieur Laurent Blanc, lui a adressé la parole pour la première fois à Kingsley le soir du titre de champion de France. C'était trop tard. C'était trop tard. Si il faut attendre d'être champion de France pour dire ah bah comme on est champion l'année prochaine tu vas jouer, en gros c'était je t'ai pas fait jouer de l'année parce que je flippais pour mon poste et j'ai fait jouer les stars, mais maintenant que j'ai eu encore un titre de champion comme Carlo Ancelotti, j'aurai un peu plus de latitude l'année prochaine et je te ferai un peu plus jouer. Ben non mais c'est pas ça, ça c'est prendre des gens pour les cons. Donc voilà, donc voilà, la réalité c'est ça, c'est deux choses là, c'est pas autre chose. Donc après la trajectoire que prend Kingsley, Kingsley il sera sélectionnable pour la Coupe du Monde en 2018. Voilà, on prend date ce soir et il sera dans les 23 pour la Coupe du Monde en 2018. Et j'ai entendu aussi que peut-être qu'il pourrait être prêté là, par la Juve, par une équipe de deuxième division ou de standing plus bas en Italie. Je sais pas si vous avez eu l'info de ça. Ouais, Bologne et compagnie. Pour rien vous cacher, j'étais au téléphone avec lui hier soir. On avait commencé une interview qui n'a pas pu se finir pour diverses raisons. Et ça faisait partie de mes questions. Donc je sais pas encore ce qu'il en est, mais s'il se fait prêter, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, il a déjà eu pas mal de temps de jeu, d'entrée, il appartient à la Juve pour 5 ans. Voilà. À mon avis, quand tu joues avec des joueurs comme ça, dans tel club, tu progresses. Mais c'est tout autre, c'est une toute autre approche de la compétition, c'est une toute autre approche des médias, des tifosi, c'est une religion le foot là-bas, c'est différent. Et il est vraiment considéré comme un homme à part entière, et il y a d'autres jeunes Italiens avec lui qui ont 18 ans, 17 ans, et c'est pareil, que ce soit Tevez ou Pirlo, tout ça, il leur adresse la parole, il rigole avec eux, quand ils vont faire des échauffements, des échanges de balles, c'est pas les jeunes d'un côté, ou les Français ou Européens d'un côté, non, c'est je fais mes passes avec Pirlo, voilà, c'est un coup c'est lui, quoi, c'est avec l'autre, voilà, c'est dans les gènes là-bas, quoi, c'est une autre approche, et Kingsley c'est ce qu'il a cherché, et voilà, on redit au effort, dans 3 ans il fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il se qualifie. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut faire la même erreur avec Pereira Dessa? Rolly fait-il partie du top 3? Non, je le pense, oui. Pour moi, mon top 3, c'est Rolly Pereira Dessa, Jean-Kévin Augustin, qui est mon favori, et Kipembe. Qui vivra verra. Rolly. Rolly, ouais, c'est... Qui n'est toujours pas pro. Hein. C'est un de nos chouchous, c'est un joueur qui, moi, personnellement, je suis depuis tout petit, même quand il était au FC Nantois. On se côtoie, on se connaît très très bien, même en dehors du terrain, et voilà, j'espère de tout cœur que ça ne sera pas une trajectoire à la Moussa Dembélé, c'est-à-dire un joueur qu'on va laisser partir encore à l'étranger, ou comme Kingsley, hein, voilà, c'est les 3 joueurs qui étaient promis un grand avenir au PSG, que ce soit Moussa, Kingsley, donc j'espère que ce ne sera pas jamais 203 avec Rolly, mais voilà, s'il y a bien un joueur qui doit signer pro en fin de saison, Rolly le mériterait. Il a fait une grosse année 2014 et
une année 2013 qui avait été un petit peu chaotique avec des petits soucis, des petits incidents de comportement, de mauvaises paroles. Et dès janvier, il est revenu, il était costaud toute l'année. Et là, c'est un pilier à part entière du groupe CFA. Donc voilà, est-ce que ça va se produire dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, on ne sait pas, mais aujourd'hui, il serait dans un autre club, il serait certainement pro, il jouerait certainement en Ligue 1. Équipe MD? Presnel, c'est pareil, je ne sais pas si on peut parler de surprise, parce que on va plus parler de surprise parce qu'on attendait peut-être d'autres joueurs à d'autres postes comme Rolly peut-être intégrer le groupe pro avant Presnel. Maintenant, le sérieux de Presnel, la progression de Presnel, ce qu'il dégage sur le terrain, l'assurance, il a grandi en plus, il s'est musclé, il est polyvalent, il a été latéral gauche, il a gagné ses galons depuis qu'il est passé dans l'axe. C'est un joueur de devoir, il est toujours à l'écoute, il a soif d'apprendre, il est respectueux, il sait d'où il vient, et on sent pas le gars qui a pris la grosse tête. Et donc pareil, Presnel, je suis mais depuis l'âge de 12 ans, et c'est une progression, c'est une progression qui est constante, c'est mérité, c'est bien ce qui lui arrive. La seule surprise, c'est qu'on pensait que ça serait peut-être d'autres joueurs avant lui, maintenant c'est lui parce qu'il y avait un besoin urgent peut-être à ce poste-là, à l'instant T, mais c'est tout sauf voler. Et Presnel, ça fait penser à Antoine Comté, voilà, c'est des joueurs de devoir qui sont polyvalents, qui peuvent jouer à différents postes de la défense, et en qui un coach peut avoir confiance parce que ça sera toujours quelqu'un qui aura au bout des choses, qui ne va jamais se satisfaire de ce qu'il est, quoi. Il voudra toujours plus. On ne peut pas parler de Titi sans parler de Clément Chanté qui arrive en fin de contrat. On voit que malgré les difficultés à avoir du temps de jeu, il est toujours présent. La preuve, il a marqué contre Montpellier cette semaine. Est-ce que tu penses pour toi qu'une prolongation c'est envisageable ou pas du tout? Tout est envisageable. Après, voilà, c'est les qualités de Clément aussi, de rentrer, de tout donner, de se battre sur le terrain comme on a pu le voir à Montpellier. Il a été récompensé avec ce but. C'est quelqu'un qui lâche rien. Il a toujours été dans l'état d'esprit dans le club, c'est le club de son cœur, le Paris Saint-Germain avec qui il a tout vécu. Il était notamment dans l'effectif qui a vécu le maintien à la dernière journée à Sochaux. Donc voilà, c'est... pour nous, ça serait une juste récompense qu'il soit prolongé au PSG. Maintenant, voilà, on connaît l'effectif du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de monde à ce poste-là. Donc après, est-ce que partir, c'est pas une solution aussi voilà, mais nous, on aimerait qu'il reste et qu'il soit prolongé, bien sûr, dans le club de son cœur. D'accord. Et ma dernière question, ça concerne Romuald Lacazette, qu'on a vu disparaître du groupe pro. Est-ce que tu as une explication à ça? Ouais, donc Roman est sous contrat professionnel. Maintenant, quand on dit contrat professionnel pour ce type de joueur qui était stagiaire pro et qui a un contrat pro mais qui n'est pas dans le groupe professionnel, c'est parce que c'est pas le même type de contrat pro, c'est pas les mêmes sommes, les mêmes clauses. Ça fait penser au contrat qu'a pu avoir Alvin Arundel l'année dernière, c'est exactement le même contrat. Et c'est des contrats pour leur redonner une seconde chance, c'est pour dire allez, vous n'avez pas beaucoup de propositions concrètes, comme vous êtes des joueurs qui avaient beaucoup donné. C'est toujours mieux que rien que de refaire une année en CFA pour encadrer les autres jeunes, et qui sait, vous allez taper dans de clubs plus haut, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne sera pas au PSG. Et donc Omar, voilà, le but c'est de faire une grosse saison. Malheureusement pour lui, c'est une concurrence avec Franck Bambok, puisque Thomas Martin qui arrive de Quevilly a été recruté. Il a 24 piges, il y a un peu plus d'expérience, de bagage, un jeu peut-être un peu plus mature, et puis avec différentes facettes, c'est-à-dire que je cours, je longe, je tête. Et c'est vrai que Romu, lui, il est plus dans le j'ai 3-4 poumons, je récupère des ballons perdus, mais dès qu'il faut jouer vers l'avant, ou être présent offensivement, ou être à l'avant-dernière passe, il est un petit peu moins que ce que peut être Thomas. Et Romuald, il souffre de la concurrence avec Franck Bambok, on ne sait pas l'un, c'est l'autre.
Ou quand Adrien est redescendu plusieurs fois, et quand Adrien est redescendu, bah, c'est Romuald qui a payé hein, les pots cassés. Et pour bien connaître son entourage et notamment son conseiller, qui est le même que Mamadou Sakho, ils sont derrière lui, ils le tannent, ils essaient de le bouger, mais c'est vrai que Romuald a du mal à franchir ce cap. On parle des joueurs de champ et des joueurs des attaquants, mais on peut parler aussi des gardiens de but. On a Moridio et Mac Mignon, qui sont quand même des joueurs qui font leur place dans le groupe pro. Qu'est-ce que tu penses de ces joueurs-là? Mike, c'est pas évident, c'est un sujet qui est pas évident. Parce qu'ils ont vraiment un poste ingrat. Au PSG, il faut remonter à Vincent Fernandez, 97 par là, 98 ou fin des années 90 pour retrouver quand il était en doublure avec Christophe Provo. Ouais, qui avait joué pas mal de matchs parce que Christophe Provo, c'est Christophe Provo, hein. C'était pas Bernard Lama, donc il a eu la possibilité de jouer pas mal de matchs. Vincent, on en discute encore avec lui parce qu'il est venu au jubilé des Titi en mai. Oui, je me rappelle, mais d'ailleurs, je crois qu'il est dans l'équipe de 98 quand on lui a remis le trophée de la Ligue et Coupe de France, il me semble. Il est